Quand l'Allemagne nazie capitula le 8 mai 1945, la guerre n'était pas encore terminée pour tout le monde. Au plus profond des vagues de l'Atlantique, plus d'une centaine de U-boots étaient encore en mer, leurs équipages ignorant que le Troisième Reich s'était effondré. Dans les jours qui suivirent, ces prédateurs d'acier firent surface un par un, émergeant dans des ports tranquilles à travers les nations alliées d'Europe. Leur longue et brutale guerre était enfin terminée, mais un nouveau chapitre, sans précédent, ne faisait que commencer. Les vainqueurs étaient désormais confrontés à une question monumentale. Que faire de ces centaines de sous-marins? L'histoire de ce qui s'est passé ensuite est celle de la capture, de l'étude scientifique et de la destruction délibérée et systématique. Cette fin abrupte de la bataille de l'Atlantique a déclenché un immense défi logistique et politique. Qu'est-il advenu de ces loups des mers une fois qu'ils avaient été apprivoisés? Comment les Alliés ont-ils démantelé une force qui avait mis la Grande-Bretagne à genoux? Et quels secrets ces vaisseaux recelaient-ils, capables de façonner l'avenir naval? Le destin de la flotte est une histoire complexe au-delà du cessez-le-feu. Elle implique une opération massive et clandestine pour couler une armada, une course technologique entre anciens alliés, et la préservation de quelques géants silencieux comme mémoriaux. Le processus commença par un ordre simple, mais historique. Avec la capitulation inconditionnelle de l'Allemagne le 8 mai 1945, la guerre en Europe a officiellement pris fin. Pourtant, pour des milliers de marins allemands enfermés dans les coques d'acier de leurs sous-marins au fond de l'Atlantique, le conflit faisait toujours rage. La tâche de mettre fin à leur guerre revint à l'amiral Karl Dönitz. Autrefois le cerveau de la campagne des U-boots et brièvement successeur d'Hitler, Dönitz se retrouvait maintenant dans la position d'ordonner à sa précieuse flotte sa défaite finale. Sa diffusion fut concise et absolue. Tous les U-boots devaient cesser toute activité hostile, faire surface, signaler leur position et se diriger vers les ports alliés désignés. Pour les équipages en mer, l'ordre fut accueilli par un mélange de soulagement, d'incrédulité et d'un profond épuisement. Comme il leur était demandé, ils hissèrent des drapeaux noirs ou blancs, signalant leur reddition aux avions alliés qui apparurent bientôt, tournoyant au-dessus comme des oiseaux de proie vigilants. Le long voyage vers leurs ravisseurs commença, une procession lente et sombre de navires vaincus naviguant vers un destin inconnu. La reddition n'était pas une affaire hasardeuse. Les Alliés avaient méticuleusement planifié cette éventualité. L'une après l'autre, les formes élégantes et menaçantes des U-boots apparurent à l'horizon, leurs kiosques ornés de drapeaux blancs improvisés. Les navires étaient souvent rouillés et abîmés, portant les cicatrices des attaques de grenades sous-marines et de longs mois en mer sans entretien adéquat. À l'arrivée de chaque U-boat, il était abordé par une équipe de spécialistes de la Royal Navy. Les carnets de code, les machines de chiffrement comme l'Enigma, les cartes opérationnelles étaient immédiatement saisies. Une fois leurs navires sécurisés, ils furent transférés à terre et emmenés dans des camps de prisonniers de guerre. Les ingénieurs et les officiers supérieurs, en particulier ceux qui connaissaient les dernières technologies, furent séparés pour un interrogatoire intensif. À l'automne de 1945, la victoire des Alliés avait créé un problème inhabituel et urgent dans les ports britanniques. Plus de 150 U-boots allemands étaient maintenant amarrés. Les sous-marins nécessitaient un entretien constant simplement pour les maintenir à flot. La commission navale tripartite avait déjà convenu qu'un petit nombre des U-boots les plus avancés seraient répartis entre les Alliés pour évaluation technique. Cela laissait plus d'une centaine de navires plus anciens et usés par la guerre. Ainsi, l'amirauté britannique a approuvé un plan pour leur destruction systématique. L'opération a reçu un nom de code sinistrement approprié. Opération Deadlight. L'objectif était simple et définitif, remorquer la grande majorité des U-boots rendus vers les eaux profondes de l'Atlantique Nord et les couler. La Royal Navy a identifié 3 zones de déversement spécifiques dans l'Atlantique, situées à environ 100 à 122 milles nautiques au nord-ouest de Lough Foyle, en Irlande. Ventsin, Wyee et ZZZ. Ce n'étaient pas des navires impeccables, c'étaient des machines usées par la guerre, dans un état de délabrement avancé. Préparer ces épaves instables pour le remorquage, dans les mers d'hiver notoirement agitées de l'Atlantique Nord, c'était une tâche dangereuse. Dans les fortes houles de l'Atlantique, les câbles de remorquage étaient soumis à une tension immense. Plusieurs câbles ont cassé. En raison du mauvais temps et du mauvais état des navires, un nombre important d'entre eux n'ont jamais atteint les zones de sabordage désignées. Au total, 56 des U-boots ont sombré et coulé, alors qu'ils étaient remorqués. Parmi eux, se trouvait le U-336.
Ce fut le dernier U-boot à couler des navires alliés, quelques heures seulement avant la reddition. Une fois qu'un U-boot atteignait sa zone de sabordage, il serait coulé par l'une des plusieurs méthodes. La vue de ces prédateurs autrefois redoutés, systématiquement anéantis par une force écrasante, symbolisait la finalité de la victoire alliée. Tandis que l'opération Deadlight effaçait méthodiquement la majeure partie de la flotte, quelques U-boats sélectionnés furent délibérément épargnés. C'étaient des plans technologiques qui avaient le potentiel de redéfinir complètement la guerre sous-marine pour les décennies à venir. Leurs coques radicalement profilées, leur capacité de batterie grandement accrue et leur système de schnorkel représentaient un changement fondamental dans la doctrine sous-marine. Après de tendues négociations, il fut convenu que chacune des trois puissances recevrait 10 U-boats à des fins d'évaluation technique et expérimentale. Au Royaume-Uni, la Royal Navy a rapidement intégré plusieurs des U-boats. L'un des exemples les plus notables fut l'U-3017, qui fut remis en service sous le nom de HMS N-41. Les États-Unis ont montré un intérêt similaire. Plusieurs U-boats furent acheminés à travers l'Atlantique vers Portsmouth, New Hampshire et de New London, Connecticut. L'un des navires les plus intrigants capturés fut l'U-234. Sa cargaison secrète comprenait des dessins techniques, 2 officiers japonais et environ 560 kg d'oxyde d'uranium. La marine française a repris plusieurs bateaux. Parmi eux se trouvait le célèbre U-123. Renommé Blaison, il a connu plusieurs années de service actif. De toutes les nations, aucune n'en a bénéficié aussi directement que l'Union soviétique. Dans leur chantier naval, ces sous-marins allemands ont été méticuleusement disséqués. L'impact est devenu alarmant avec l'introduction du sous-marin soviétique de classe Whisky. La ressemblance avec le type 21 allemand était choquante. Pour la Grande-Bretagne et les États-Unis, ce développement était profondément inquiétant. L'esprit de coopération en temps de guerre s'est rapidement dissous. Pourtant, leur influence s'est avérée incroyablement durable. Dans un sens très réel, la dernière invention de guerre de l'Allemagne est devenue le plan d'une génération entière de guerre sous-marine. Une précieuse poignée a réussi à échapper à la destruction, destinée à passer d'armes de guerre à de puissants artefacts du souvenir. Parmi les plus célèbres de ces survivants figure l'U-995. Aujourd'hui, il repose sur un berceau de plage. Un puissant et populaire navire-musée, découvrant par eux-mêmes les quartiers incroyablement exigus où un équipage d'environ 45 hommes a vécu, travaillé et combattu pendant des semaines ou des mois. Aux États-Unis, le U-505, capturé intact en juin 1944, est aujourd'hui méticuleusement restauré au Musée des sciences et de l'industrie de Chicago. Ce n'est qu'au début du XXIe siècle que ces épaves seraient revues. Entre 2000 et 2003, l'archéologue maritime Innes McCartney a mené des expéditions pour localiser et documenter Deadlight. Utilisant des sonars à balayage latéral avancé et des véhicules télécommandés, son équipe a identifié des dizaines d'U-boats coulés. Les sous-marins étaient remarquablement bien conservés. Beaucoup reposaient droit sur le fond marin, leurs kiosques intacts, leurs canons de pont toujours en place. Ces épaves redécouvertes servent de mémorial d'un genre différent. Un musée sous-marin involontaire et intact. Plus de 30 000 des 40 000 sous-mariniers qui sont allés en mer ne sont jamais revenus. Le taux de perte le plus élevé de toutes les branches des forces armées allemandes. D'innombrables marins alliés et marchands ont aussi perdu la vie. Aujourd'hui, les bateaux conservés sur Terre et la vaste flotte d'épaves sous l'Atlantique servent de mémoriaux jumeaux. L'un au-dessus de l'eau, l'autre en dessous. Ils racontent l'histoire finale d'un empire d'acier reposant désormais en silence, entre l'histoire et la mer.